Et bonsoir à toutes et à tous. Voilà, pour une fois, je suis parfaitement à l'heure, 22h00. Ça change un peu de l'habitude. En tout cas, bah, bienvenue pour ceux qui sont connectés, du coup, hein. Donc là, faut avouer. Alors là, on est pour l'instant deux. Voilà. Bien, merci K2013 pour ta présence, ta régularité. Ça fait plaisir. Donc bon, attendre un peu, voir s'il y a des gens qui arrivent. Mais du coup, voilà. Bref, bon, la semaine dernière, ça a été un peu compliqué vu que j'avais la crève. Et là, normalement, ça devrait s'entendre un peu, parce que je suis encore un peu pris du pif, malheureusement. Mais ça devrait se soigner petit à petit. Mais là, la semaine dernière, c'était juste pas possible. Parce que déjà, à 20h, j'étais déjà couché, quasiment. Je dormais sur place. Donc, du coup, c'était vraiment pas possible de faire un live. Voilà, c'était pas possible. Bref. Donc du coup, bah, forcément, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live, hein, parce que ça fait quelques semaines, et review d'actualité encore plus, je crois que ça date de 3 4 semaines, hein, je crois à peu près. Hein. Donc il y a un peu de matière. Moi, j'ai pas refait tout le fil d'actualité, parce que là, j'avais je sais plus combien, je crois que je suis à... Alors, je dois être à peu près... alors, d'après, bon, c'est toujours un peu abusé, mais j'ai 24 000 articles de retard, donc bon... voilà, malheureusement, là, je survole beaucoup. Donc, mais bon, normalement, j'ai su tirer quelques éléments intéressants. Bref. Mais du coup, ça fait 2 minutes. Bon, bah, on va attendre un peu quand même, on va se laisser 5 minutes. Bah du coup, sinon, de quoi on peut parler en attendant je sais pas. À la limite, présentez-vous dans le chat. Je sais pas qui est co, qui est pas co. À la limite, je vais voir si je peux. Parce que je suis même pas sûr que ce soit. Alors, live, ok. Donc toi, hop, tu sors. Se connecter à Twitch. Vas-y, fais-toi plaisir. Bah si, j'ai réparé du coup ma liaison au Twitch là. C'était vraiment un gros merdier. Donc 4013 représentant la Global Corp. Bienvenue. Alors, du coup... Alors, Alice et Hydra, bienvenue dans ce live, du coup, sur le deuxième spectateur connecté. Hop, du coup, je vois... je regarde un peu la qualité du stream, tout va bien. Donc, ça va, tout va bien, pas de problème. Parce que j'avais déjà eu des soucis donc Twitch me bloquait Brave, du coup, mon navigateur principal. Hein, du coup, si vous connaissez pas Brave, je vous recommande. Mais du coup, effectivement, Twitch a décidé de bloquer tous les navigateurs secondaires et de réserver les connexions qu'à des navigateurs de type Chrome, Firefox, Edge. Je crois. Même Opera, je crois qu'il en faisait pas partie, quoique peut-être quand même. Mais du coup, ce qui fait que c'était particulièrement chiant, parce que du coup, je pouvais plus du tout me connecter, et le temps que je comprenne que c'était ça, bah en fait, j'ai mes tokens qui ont été révoqués, donc il a fallu tout reconfigurer, mais bref. Donc là, c'est bon, tout fonctionne. Là, on n'est pas trop mal. Alors, du coup, on va se remettre un petit fond musical. Alors, du coup, alors, je sais pas si la musique est pas trop forte, ou inversement. Bon, ça a l'air d'aller. Bon, ok. Bah, du coup, on va peut-être commencer la review d'actualité, du coup, hein, parce que j'ai quand même pas mal de matière. Hein. Là, je vous ai réservé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 articles. Donc là, il y a de quoi. Ça va. Ouais, pour les superstitieux, voilà, 13. Désolé. Bref, donc on va passer en demi-écran. Voilà, bienvenue. Donc du coup, eh ben, allons directement dans le vif du sujet. Euh, Passons directement à cette première actualité. Donc là, ça me touche particulièrement cet article, parce que voilà, donc des câbles fibre optique ont été sous-marins vandalisés dans la région de Marseille. Donc bon, je ne donne pas le détail, mais voilà, j'habite dans le sud de la France, et du coup j'ai été particulièrement impacté par cette perturbation, parce que du coup, à mon taf, j'ai perdu ma fibre principale pendant plus de 24 heures, et la semaine d'avant encore, donc voilà, ça a été un peu chiant, parce que du coup, bah, tous les services extérieurs basés sur l'IP principal
de mon entreprise, c'est THS. Donc plus d'accès VPN, plus d'accès à l'ERP, plus accès aux outils internes de l'entreprise via l'extérieur. Donc du coup, c'était bien le merdier. Et tout ça parce que des petits malins se sont amusés à tronçonner de la fibre à tire-larigot. Et en plus de ça, en même temps, il y a des fibres qui ont été abîmées en pleine mer. Décidément, c'était vraiment pas la semaine. Donc effectivement, c'est quand même assez impressionnant là depuis quelques temps. Il y a énormément de vandalisme en France sur la fibre. Il y a pas mal de tronçonnage, hein. Il y a quelques mois, il y a eu le même problème chez Free. En tout cas, l'opérateur de gestion de Free qui avait eu les mêmes problèmes. C'était du côté de Paris, je crois, de mémoire. Donc, a priori, il y a quelques personnes qui s'amusent, a priori. On a, comment dire, on a, oh, ma version des faits, je pense que, on va dire, la recrudescence des sections de fibres se fait depuis qu'il y a quand même pas mal de tensions avec les acteurs, les sous-traitants des opérateurs. Donc, en particulier, depuis qu'il y a eu la vague du licenciement chez un Sokelec, je crois, c'était ça, hein, voilà. Donc, toute cette phase de tension, etc. Alors, je dis pas que c'est Sokelec, hein, loin de là, hein, je ne fais pas de diffamation, loin de là, mais je serais pas surpris que quand même quelques employés ou entreprises rattachées, de près ou de loin, qui seraient peut-être un poil rancuniers de s'être fait licencier par les gros opérateurs et qui du coup s'amuserait à tronçonner de temps en temps, parce que en général, ce n'est pas, on va dire, c'est souvent tronçonné à des endroits stratégiques, qui est quand même peu connu du grand public. Donc c'est souvent des gros nœuds de connexion qui ont été sectionnés. Donc du coup, quand même, ça veut dire que c'est des gens quand même qui savent ce qu'ils font. Et du coup, bon, bah, des techniciens qui ont bossé dans des entreprises de fibres, qui savent où sont les nœuds de connexion, bah, voilà, c'est pour ça que on va dire, ma théorie du complot, c'est que du coup, je soupçonne quand même des personnes, voilà, un peu rancunières. J'aurais tendance à dire que ça devrait pas être très loin de ça. Sinon, après, ça peut être, bah, je sais même pas quoi, parce que bon, c'est juste pour emmerder le monde pour emmerder le monde. Mais du coup, effectivement, pour les fibres professionnelles, c'était vraiment la merde. La FTTH a pas trop été touchée. Donc la FTTH, c'est la fibre des particuliers, du coup, hein, qui est gérée par les opérateurs grand public. Mais effectivement, les fibres professionnelles, elles, sont en liaison beaucoup plus directe avec les serveurs. Donc du coup, la moindre coupure de ces nœuds-là, effectivement, et, et c'est radical. Il n'y a plus rien. Voilà. Donc, bon. Bref. Euh, donc, voilà, c'est une petite actualité un peu personnelle aussi, hein, parce que du coup, ça a été vraiment un peu la galère. En plus, j'avais la crève et tout. Voilà. T'as tous les gens, toutes les personnes qui sont à distance qui t'appellent pour te demander pourquoi ça marche plus et comment ça se fait. Et puis en plus, j'avais eu des pannes j'avais eu aussi une coupure 2 semaines avant à cause de d'une fibre qui a été abîmée aussi. En plus, du coup, bah, comme je suis en plein travaux sur mon infra au taf, bah, du coup, j'avais aussi des coupures dues à quelques fausses manips. Et du coup, forcément, ça m'est retombé dessus la semaine dernière. Donc, bref. On va dire, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup avancé sur le projet secret. Parce que effectivement, bon, enfin, j'avais pas le temps, et puis en fin de journée, il faut avouer que bon, voilà, j'avais vraiment plus trop envie de me pencher sur mes problèmes de serveur perso. Donc du coup, voilà. Bref, c'était la petite actu, voilà. Mais effectivement, quand même, ce genre de fibres sectionnées, c'est quand même relativement rare. Surtout pour le sous-marin, je pense que d'après ce que j'ai lu, ça peut être souvent c'est des problèmes les ancres des bateaux qui arrachent souvent ce genre de liaison par accident, hein, parce que là c'est plus vraiment par accident. Parce que de toute façon, peu de monde sait la localisation des faisceaux fibres dans le coin. Donc en général, c'est une grosse fourchette, hein, donc bon, c'est vraiment pas de bol que c'est tombé là-dessus. Mais bref, par contre, celles qui ont été sectionnées directement à Marseille
Et à Aix, là par contre c'était le Dawal, hein. Là, c'est du vandalisme pur et simple. Voilà. Bref, donc du coup, voilà, après cette petite actualité plus perso, on va passer à l'actualité suivante du coup. Donc la petite actu suivante, hop, donc Google News, Showcast, ouais, Cass, est disponible en France. Donc du coup, qu'est-ce que c'est? Kezako, donc là je suis carrément sur le blog officiel, on peut pas faire plus officiel comme source. Donc l'objectif de Google, c'est de centraliser en fait tout ce qui est article payant. Donc en fait, c'est de regrouper en gros tous les médias français, mais aussi de d'autres pays, sur un outil qui permet de regrouper, de donner accès à des contenus qui sont normalement qui sont payants, hein, du coup chez les maisons de presse, enfin la presse en ligne, et du coup de rendre voilà, de centraliser en fait ces sources-là. Bon, en soi, c'est pas forcément inintéressant. Après, effectivement, moi, on va dire, j'ai toujours eu une position assez radicale avec la presse. On va dire, je défends pas Google sur bien des points, mais clairement, le fait de référencer les articles, à mes yeux, n'est pas un problème. En soi, on va dire, il y a eu, ça fait des années hein, que la presse française, européenne, bon, aux États-Unis, a priori, c'est moins vrai. Il y a eu un peu, mais c'est moins vrai. Mais surtout, c'est surtout en France particulièrement. La France a toujours été le fer de lance de la presse pour défendre les intérêts de la presse au niveau européen. Voilà, de considérer que Google News spoilait enfin les contenus à la presse et que du coup ils se faisaient de l'argent sur leur dos. Alors ok, ce problème c'est que le référencement, bah, c'est quand même à la base eux qui fournissent la data à Google, du coup, hein, c'est quand même parce que c'est Google qui scanne leur site, mais bah, s'ils scannent leur site, c'est que du coup ils autorisent le fait d'être scanné. Donc à partir de là, bon, moi je suis mitigé dans le sens que bon, aujourd'hui, enfin aujourd'hui, je trouve que la presse en ligne est de pire en pire hein, sur ces sujets-là, parce que du coup maintenant on a carrément des titres tellement à rallonge qu'en fait tu sais même pas de quoi parle l'article, tellement c'est à rallonge. Donc c'est un peu dommage, parce que du coup tu vas sur l'article, finalement ça te plaît pas. Bon, voilà, moi aujourd'hui je suis devenu de plus en plus radical, c'est-à-dire que maintenant j'y vais, si je vois que je me suis fait avoir, je reviens sur Google et je mets un avis défavorable sur cet article parce que ben effectivement j'aime pas trop me faire arnaquer. Il y a pas mal de sites qui s'amusent à ça aussi, hein, donc je pense qu'à un moment donné il faut faire des retours de genre pour éviter ça. Donc bref, mais du coup là le but c'est bah, de faire plaisir du coup à la presse classique pour les mettre plus en avant. Euh, bon, à voir si ça tient dans la durée. Sincèrement, je ne pense pas. Je pense que la plupart des gens ne s'emmerdent même plus à regarder Google Actualité en fait, hein. Google Actualité aujourd'hui, je pense que c'est plus le niveau d'avant et qu'aujourd'hui c'est surtout les réseaux sociaux, Facebook, machin, etc. Et que du coup, Google News, tout le monde s'en fout. Enfin, pour être honnête, hein, je pense que la dernière fois que je suis allé dans Google Actualité, c'était juste pour savoir globalement un état d'actualité et c'est vraiment pas pour aller cliquer, c'est juste pour savoir un peu aujourd'hui quels est les messages, quel est le message transmis globalement par Google, mais c'est tout. Je m'intéressais pas à savoir si c'était le Figaro, si c'était machin, si c'était alors, la Dépêche, Libération, l'équipe, voilà, pour citer les noms qui sont déjà affichés. Mais du coup, aujourd'hui, je vois pas trop l'intérêt de cette bataille et de cette évolution, enfin, que Google mette encore beaucoup d'énergie sur Google News et de faire un encart, parce que du coup, c'est un peu le cas, hein, si on regarde bien. Alors, je vais juste vérifier que j'ai pas mon pseudo qui apparaît directement, parce que ça me gênerait un peu. Alors, du coup, je vais checker à côté. Hop. Alors,
Ouais, il y a 2-3 infos perso qui s'affichent, donc du coup ça me gêne un peu. Bon après normalement, pour ceux qui le savent, il y aura pas de soucis. Et du coup le showcast il est où? Source. Ouais normalement c'est là. Bon, voilà, donc à la limite je vais me caler là-dessus. Hop. Donc du coup, je me mets là. Donc voilà, donc là vous voyez, bon en gros, vous avez la zone showcast hein, qui s'appelle source, et du coup vous retrouvez en fait les sources par média de presse. Donc évite de les mettre en concurrence, entre guillemets, c'est-à-dire que finalement tu choisis ta source, tu les mets en favori, et voilà. Donc bon, pourquoi pas, hein, mais clairement, quand on voit la hauteur du truc avant d'y arriver, et le fait que, bon, au final, les articles, ils sont un peu entre les deux, quoi. Donc bon, moi, clairement, je suis pas convaincu que c'est un grand intérêt. Voilà. Bref, bon, en tout cas, c'est une des évolutions qui a été annoncée là pour la presse. Bon, bref, je pense qu'à mon avis, bon, moi clairement, je m'en fous depuis bien, bien, bien longtemps avec mon outil d'agrégation de liens parce que du coup, ça fait très, 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 très longtemps que je ne regarde plus ce genre de flux. Personnellement, je crois, même sur les réseaux sociaux, je me suis quasiment désabonné à toutes les sources d'actualité. J'ai peut-être gardé un peu sur Twitter parce que j'y vais plus sur Twitter, donc je les ai laissés histoire de se faire de la pub pour d'autres éditeurs, mais à vrai dire, m'en fous un peu quoi. Mais, euh, mais voilà, clairement, moi, ça fait bien longtemps que j'utilise plus et que je considère pas Google Actualité comme suffisamment neutre pour être une source fiable de tendance. Voilà, mais bref, voilà. C'était la petite actu Google. Et du coup, j'ai fait une petite doublette d'actualité Google, qui est du coup rattachée un peu de loin, mais qui est quand même une évolution de la part de Google Ads en particulier. Donc, c'est les publicités vont pas devenir sélectionnables par l'utilisateur. Alors clairement, bah, il était vachement temps quand même en soi. Parce que pour le nombre de publicités voilà, c'est à un moment donné, soit c'est une erreur de recherche, soit c'est un truc qui a été mal tapé, soit c'est... Et de te retrouver avec 6 mois de pub sur une connerie, bref, voilà, c'est... je veux bien que la pub soit ciblée, mais voilà, faut arrêter de déconner. Donc du coup, c'est quand même pas mal d'avoir déjà ce système-là. Perso, au moins dans le flux d'actualité, des actualités, souvent je mettais un avis négatif sur des pubs qui me convenaient pas. Donc souvent, ça permet d'orienter un peu. Donc là, maintenant, c'est vraiment un outil fait pour ça. Euh, alors, bah, tiens, bienvenue à Commander Route. Bienvenue dans ce live. N'hésite pas à chatter, commenter, s'abonner. Merci. Ouais, pas l'habitude, mais voilà. Je vais essayer maintenant de citer les gens qui se connectent, histoire bah, voilà, de faire connaissance. Bref. Du coup, pour reprendre cette actualité, du coup, maintenant on va pouvoir choisir. Alors c'était déjà plus ou moins le cas sur certaines plateformes ou certains outils, mais là ça permet vraiment quand même. Google Ads, c'est un peu le leader mondial de la publicité, même si effectivement petit à petit quand même les publicités sur les réseaux sociaux quand même dominent pas mal aussi quand même, mais donc Facebook en particulier. Mais du coup là maintenant on va pouvoir vraiment personnaliser, choisir. De toute façon voilà, c'est un truc qui était vraiment temps qu'il soit mis parce que bah, c'est vrai que c'était gênant de pas pouvoir choisir finalement, hein, parce que des fois on se retrouve vraiment avec des pubs, on se demande d'où elles sortent quoi, hein. En particulier quand sur YouTube, parce que j'utilise du coup une Chromecast à la maison, donc forcément du coup j'ai pas de bloqueur de pub, donc des fois ouais je me retrouve avec des vidéos publicitaires sur YouTube qui l'autre fois, c'était sur comment dire, des lois américaines, etc. Mais je m'en fous, hein. Voilà, il y a des erreurs de casting de publicité, des fois, c'est hallucinant. Donc, bref. Donc, du coup, maintenant, on va pouvoir le personnaliser. Donc, voilà. Bref, c'était la petite actu, du coup, Google, que j'ai repéré à côté. Donc, du coup, passons à l'actualité suivante. Microsoft, Microsoft va proposer un nouveau logiciel d'optimisation
un concurrent direct du coup à CCleaner, hein, voilà, je pense qu'ils s'en cachent pas trop. Bon, donc on va retrouver un peu les trucs habituels, hein, donc pour nettoyer un peu les fichiers temporaires, etc. Désactiver certains processus et tout. Bon, voilà, c'est intéressant. Enfin, je pense qu'en soi, ça m'étonne. On va dire, avant, il y était déjà, hein, parce qu'il faut. On va dire, c'est une évolution plus qu'une innovation. Parce que un outil de nettoyage dans Windows, il y en a un qui est intégré depuis très longtemps, qui est directement sur comment dire, les propriétés du disque. Vous pouvez faire un nettoyage voilà, et supprimer du coup les dossiers qui vous conviennent. Mais du coup, là, ils vont faire un outil qui est plus user-friendly, hein, donc, et qui du coup permettra de faire un peu l'équivalent de ce que fait CCleaner. Alors, si CCleaner existe, c'est parce que Windows est tout pourri de base. Alors, oui, dans le principe, c'est vrai qu'effectivement, le success story de CCleaner, c'était vraiment que effectivement, il était bien plus efficace que les outils de base de Microsoft. Parce qu'il allait déjà beaucoup plus loin, il intégrait aussi les applications en plus de Windows, et surtout, il y a aussi toute la partie nettoyage du registre, qui était quand même un élément bien pratique, et qui aujourd'hui permet de quand même de faire durer quand même vachement plus longtemps un ordinateur sans avoir la nécessité de faire un formatage complet pour remettre le registre à zéro. Donc clairement, le CCleaner a toujours été un outil qui était quand même efficace. Controversé il y a quelques temps parce qu'a priori il y avait quelques mouchards qui s'étaient intégrés dans l'installeur, etc. Volontairement, pas volontairement, c'est pas, on ne saura pas. Mais du coup, effectivement, il y a eu quelques controverses autour de ça. Ils ont rajouté pas mal de fonctionnalités, que ce soit pour le nettoyage des cookies, que ce soit pour la mise à jour des applications, pour plein de choses en fait. Il y a eu pas mal de modules qui se sont ajoutés. Bon, clairement, la version Pro ne m'a jamais servi, hein. Moi, je n'ai pas besoin de ces cleaners pour gérer mes mises à jour. Mais du coup, clairement, c'était, comment dire, il n'y avait pas. Voilà, ces cleaners fonctionnent très bien, mais je comprends Microsoft qui veut, on va dire, moderniser un peu le truc. La petite bizarrerie qu'il y a eu sur cette actualité, c'est pour ça qu'elle elle m'a marqué particulièrement, c'est que l'accès à ce logiciel qui est actuellement en bêta chez Microsoft, hein, donc qui a le but de nettoyer la RAM, machin, enfin de nettoyer les fichiers en cache, etc. Bref, tout ce genre de choses, est disponible sur le site chinois. Pourquoi? je, Vraiment, je ne comprends pas ce choix de Microsoft. Donc vraiment, c'est pas une blague, hein, c'est la plupart des sites, j'ai cherché après, hein. Voilà, voilà, pour installer du coup le PC Manager en bêta de Microsoft, il faut passer par le site officiel de Microsoft en Chine. Alors là, vraiment, je ne comprends pas cette logique. Je ne comprends pas, je comprends pas. Donc a priori, ils ont géré les traductions et tout, hein. Donc le package contient les traductions pour l'anglais, le français, etc. Mais pourquoi passer par le site officiel en Chine? En particulier pour un logiciel qui est censé nettoyer un ordinateur. Pourquoi tu passes par ton site chinois? Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Voilà, je ne comprends pas la logique. Alors est-ce que ça serait un outil qui a été développé par comment dire, l'instance de Microsoft, le bureau de R&D Microsoft Chine? Bon, c'est quand même vachement chelou. Moi, là, vraiment, je ne comprends pas la communication, surtout que c'est presque limite contre-productif quand même de vouloir proposer un logiciel en bêta sur un site chinois, quoi. Ça fait presque contrefaçon, là. C'est- ça n'a pas de sens. Donc, bref, voilà. C'était la petite bizarrerie Microsoft. Voilà, en plus, même le logo, on dirait pas le logo officiel de Microsoft, parce que c'est vraiment bizarre. Ouais, la version surveillée, ouais, peut-être, mais non, mais c'est quand même. Je comprends pas la logique. Il y avait aucun intérêt de passer par là. Comme on le voit sur les screens, etc., la version, elle existe, quoi, en version anglaise et tout. Donc, pourquoi?
J'ai pas de réponse à ça. Après, peut-être qu'ils ont prévu de l'intégrer dans les mises à jour, parce que a priori, quand même, parce que là, peut-être la raison. La raison, c'est qu'effectivement, sauf erreur de ma part, une partie des mises à jour de Windows ne sont pas accessibles en Chine. Donc il est peut-être possible que cette application sera distribuée automatiquement via le Windows Store et via du coup les mises à jour de Microsoft qui ne sont pas accessibles en Chine. Donc peut-être que en fait pour les Chinois il faudra passer par le site officiel de Microsoft pour pouvoir le télécharger. Là où nous autres occidentaux, on va pouvoir du coup l'installer via le Windows Store qui est déjà intégré. Le problème, c'est qu'il n'y est pas sur le Windows Store, donc vraiment, ça reste le mystère du moment avec Microsoft, c'est pourquoi ils sont passés par le site officiel de chinois. Bref. Bon, en tout cas, voilà, c'est un petit outil qui est en plus, qui devrait donc apparaître dans les futures mises à jour de Windows. Sachant que dans les mises à jour actuelles, voilà, il y a toute la partie terminale qui a été complètement mise à jour. On a aussi, dans les dernières mises à jour, tiens, en parlant de ça, la mise à jour du gestionnaire de tâches, hein, qui a été complètement refait. Et du coup, il y a aussi maintenant l'explorateur de fichiers. Hein, donc là, si vous vous retrouvez, voilà, maintenant il y a des onglets. Donc voilà, c'était le petit truc voilà, qui est présent. Donc voilà, c'est les dernières mises à jour. Bon, les onglets dans l'explorateur de fichiers, ça faisait bien longtemps que c'était attendu. Bon, voilà, il était temps que ça arrive. Il y avait même un logiciel qui existait pour pouvoir le faire et qui, bon, existe depuis Windows XP. Voilà, et ils l'ont intégré que sur la dernière version de 2022 quand même. Hein. Il a fallu vraiment, vraiment beaucoup de temps pour que Microsoft daigne faire une petite amélioration de son explorateur de fichiers, quoi. Bref, voilà. C'était bon, le petit récap des dernières mises à jour qu'il y a eu chez Microsoft. Donc du coup, après avoir parlé de ces différents... voilà, on a parlé de Google, on a parlé de Microsoft, donc du coup, on va reprendre les petites arlésiennes de la chaîne. Donc Elon Musk, toujours lui, et oui, effectivement, il a refait une proposition de rachat de Twitter après s'être proposé, avoir fait le buzz, s'être finalement retiré avec toutes les démarches administratives et les attaques en justice qui étaient organisées parce qu'il n'avait pas le droit de se retirer, blablabla. Donc du coup, il refait une proposition de rachat à 44 milliards, donc la même somme qui était prévue qu'au départ. Bref, donc ça c'était une actualité qui date du 5 octobre. Ensuite, il a réannoncé que du coup, il allait virer une bonne partie des gens de Twitter. Bref, voilà, il se fait des potes hein, d'entrée de match. Donc voilà, donc moi, je pense qu'il s'amuse bien. Voilà, faut avouer que Elon Musk a l'air de bien s'amuser avec ce petit délire-là. Donc on va voir. On va, à la limite, faudrait regarder les anciens lives où je expliquais encore une fois voilà, le bien et le mal que pouvait apporter Elon Musk à Twitter. Clairement, Twitter aujourd'hui est est à la fois une bonne chose et une très mauvaise chose. Il se passe beaucoup de choses. Il y a des choses bien, et il y a aussi beaucoup de choses très mal sur Twitter. Il y a vraiment beaucoup de problèmes là-dessus. Mais c'est effectivement en train de devenir un vrai running gag. Bah, je pense que c'est assumé hein, de la part de Elon Musk hein, aussi. Hein. Donc, bref. Donc, on va voir. Donc, 54 dollars a priori par action. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Pour l'instant, on verra bien. Donc, du coup, on verra bien s'il y a encore des actus qui vont sortir. Là, j'ai pas l'impression que ça a trop marché, parce qu'en fait, je l'ai vu cet article que là en faisant mon petit review des dernières minutes. Sinon, je l'avais même pas entendu parler. Donc, clairement, je pense que voilà, ça c'est pas trop, ça a pas fait trop de vagues. Mais bref, on verra la suite de notre fil rouge depuis au milieu enfin, début printemps là. C'est voilà, c'est notre fil rouge. Voilà. Bref. Donc du coup, maintenant qu'on a parlé d'Elon Musk, il faut forcément parler de mon arlésienne historique, qui est donc OVH. Et exceptionnellement, je dis bien exceptionnellement aujourd'hui, je vais parler du bien
d'OVH. Ça change, hein, ça arrive pas souvent. Donc je vais dire du bien d'OVH. Donc OVH a conçu un nouveau système de refroidissement hybride pour serveurs. Donc a priori, c'est un vrai développement interne. Donc ouais, c'est ce qui est plutôt une bonne chose en soi, hein, que du coup OVH fait aussi de la R&D dans l'infra et dans la construction des data centers. Et du coup, il propose un nouveau système de refroidissement passif, du coup, pour les serveurs. Et donc, ça aurait l'énorme avantage d'économiser énormément d'énergie par rapport aux structures actuelles. Et accepterait aussi des palettes, enfin un éventail de températures beaucoup plus large que les systèmes actuels. Ce qui fait que, effectivement, au vu de ce qui s'est passé cet été avec les fortes canicules et qui étaient globalisées sur l'ensemble de l'Europe, où il y a eu quand même des data centers qui ont été downgradés au niveau puissance pour faire en sorte qu'ils ne chauffent pas trop à cause de la canicule, parce qu'ils atteignaient les limites de ce qu'ils pouvaient encaisser. Sachant que avec le Rhin, c'était en Allemagne, je crois, qu'il y a eu aussi des gros problèmes parce que le niveau d'eau était tellement bas qu'en fait, bah, les data centers risquaient d'être à sec. Et donc le problème, c'est que bah, sans eau, ça devient vachement difficile de refroidir. Donc, on va dire sur ces échelles-là. Donc, effectivement, là, la R&D d'OVH va grandement servir parce qu'ils promettent quand même donc une palette de température, donc ils peuvent monter jusqu'à 45 degrés pour l'eau d'entrée. Donc une eau à 45 degrés, c'est déjà pas mal. La possibilité du coup, bah, en fait c'est un système passif, hein, du coup, au niveau du rack et du serveur. Donc ce qui fait que ça limite considérablement le nombre de pannes potentielles. Et du coup, c'est aussi bah, pas de ventilateur, etc. Donc un système plutôt silencieux, donc beaucoup plus compact vu qu'il n'y a pas trop de mécanique à proprement dit. Donc non, clairement, c'est une belle innovation. Pour une fois que OVH fait quelque chose de bien, je vais le dire quand même. Je vais pas rester ancré sur ma négativité envers OVH. Donc, bah, il n'y a pas de pompe directement. En fait, en tout cas, il n'y a pas de pompe au niveau du serveur. Ce ne sera pas de serveur qui va gérer ça, ce sera des systèmes beaucoup plus gros externes en fait à la baie qui va gérer en fait l'afflux d'eau. Et donc cette pompe-là, du coup, il sera beaucoup plus facile de la rendre redondante et d'avoir un système de secours à l'extérieur du rack que à l'intérieur des machines. Donc, contrairement aux ventilateurs qu'il y a dans les tours, etc., effectivement, dès qu'il y en a un qui tombe en panne, ça nécessite forcément d'aller virer le rack et de refaire le truc. Donc, du coup, effectivement, vu que ils encaissent quand même des températures relativement élevées, que du coup, il n'y a pas de pièces mécaniques ni de pompe directement dedans, du coup, c'est vraiment la durée de vie du matériel informatique qui va faire la durée du rack. Donc, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, en soi. Aujourd'hui, quand même, la plupart des serveurs sont quand même assez résistants. Et par rapport à un article que j'avais lu de Infomaniac, voilà, qui est donc le concurrent d'OVH, mais ils sont très transparents sur les dossiers techniques et sur toute la partie écologie où ils fournissent des rapports assez réguliers. En fait, eux, ils font durer leur serveur quasiment 10 ans. Donc, 10 ans, c'est-à-dire si le matériel tient 10 ans, au niveau de la carte mère, etc., c'est pas le cas quand même de la partie ventilation, etc., qui, elle, par contre, doit être changée assez régulièrement. Donc, du coup, là, ça peut être vraiment une vraie évolution et une réduction des coûts de, de fonctionnement qui serait assez important et en plus qui serait beaucoup plus écologique parce que du coup, il n'y aura pas forcément besoin de refroidir énormément et c'est comment dire parce qu'il accepte quand même 45 degrés d'entrée donc c'est quand même plutôt une bonne chose en particulier avec ce qui s'est passé cet été avec les canicules quoi. Alors comment ils font pour gérer un refroidissement passif pour des tonnes de racks? Ils ont des méga radiateurs pour évacuer la chaleur. Bah du coup en quelque sorte oui, après je pense que là la chaleur en soi monte. Et du coup je pense aussi ils forcent le circuit pour que avec des systèmes extérieurs pour avoir un mouvement d'eau dans les serveurs et du coup ça refroidit d'office. Mais je pense que clairement c'est juste que la pompe est déportée.
C'est juste que jusque-là, on savait pas faire de déporter à ce point-là, sans monter forcément en pression, etc. Enfin, c'est... Après, j'ai pas été dans le détail pur de ce que ça fait, mais comme on voit sur la photo qui est là, du coup, alors je sais pas si je peux la... Hop, non, hop, allez, viens là, toi. Voilà. Donc là, normalement, en fait, on voit, on a un système de radiateur qui est directement intégré dans le système de refroidissement. Après, l'image est un peu trompeuse, donc je ne sais pas trop si c'est juste ça qui fait le refroidissement ou si c'est aussi dans l'eau, parce qu'ils ont mis un petit côté un peu bleu là. Donc je sais pas s'il n'y a pas un liquide qui est directement là-dedans, qui fait que déjà ça diffuse une bonne partie de la chaleur, et qu'ensuite ils ont un système additionnel de refroidissement qui est sur le côté. Bref, j'ai pas le détail et ils l'ont juste annoncé et j'ai pas souvenir qu'ils ont fourni de doc technique encore pour l'instant. Mais du coup, alors le blabla, ah, et ils ont mis la source. Alors, mais bon, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Donc c'est bien a priori baigné dans du liquide. Hein. Alors après, il donne carrément les taux de conversion, etc. Donc là, bon, là, on va... Je connais pas assez. Donc, considération, donc non toxique, etc. Donc, il n'y a pas de vaporisation, etc., etc. Bon, bref. Ah bah, tiens, ils ont fait un petit schéma explicatif. Voilà, bah, du coup, bah, ça confirme ce que je disais, c'est que du coup, ils envoient une température qui peut être environ à 45 degrés. Hop, c'est envoyé dans la pompe, c'est réaspiré dans l'autre sens. Et voilà. Et comme a priori, bah ça, ils le disaient pas dans l'article, mais ils le disent là dans ce schéma-là, c'est que c'est la température qui est remontée à 65 degrés pourra être réutilisée pour faire autre chose à côté. Là, attendez, parce que normalement on va le voir dans le schéma, mais c'est pas... Oups. Ouais. Donc je pense que ça doit être... oui, ça doit être les évacuations de chaleur. Donc via des cheminées d'évacuation. C'est possible. Bref. Donc du coup, clairement, c'est plutôt une bonne chose, hein. Là, c'est même une très bonne chose, parce que là, aujourd'hui, on se rend compte que de toute façon, les data centers dans les zones, on va dire, tempérées, telles que la France, l'Allemagne, même l'Angleterre, hein, un peu. Bon, l'Angleterre, c'est un peu moins vrai parce que du coup, Microsoft a développé des data centers sous-marins, donc ils sont directement refroidis en plein océan, donc ça va. Là, niveau température, on s'en sort pas trop mal. Mais du coup, effectivement, en France et en Allemagne, clairement, la problématique de la température de l'eau et du refroidissement des serveurs et de l'évacuation du coup de la chaleur devient une vraie problématique aujourd'hui. Donc à voir, clairement, parce que là pour l'instant c'est un prototype, enfin c'est un produit qui est en cours, qui a été annoncé. Donc à voir s'il se généralise et dans quelles conditions. Après, clairement, ce système-là a aussi un énorme avantage. Bon, oh, je vais dire quand même un peu de mal d'OVH quand même, il faut pas déconner. Donc, vu qu'ils ont des data centers qui ont tendance à brûler, là, ils auront l'avantage d'avoir déjà l'eau dedans. Du coup, normalement, il brûlera beaucoup moins facilement le data center. C'est peut-être ça le concept. Voilà. En fait, ils ont mis directement l'eau dans le serveur. Au moins, t'es sûr qu'il brûlera pas. Je pense que ça doit être ça l'idée. Comment mettre de l'eau directement dans le data center pour faire en sorte qu'il ne brûle pas. Voilà, et bah du coup, je pense qu'OVH, voilà, c'est la solution d'OVH. Mettre les serveurs dans l'eau, au moins. Si ça prend feu, bah ça fait des fuites, du coup ça éteint le feu. Voilà. Moi je pense que ça doit être ça l'idée. Je pense qu'il a fallu... parce que c'était quand déjà? C'était il y a 2 ans, je crois, à peu près. Voilà, 2 ans de R&D, c'est bon, hein. Je pense qu'à mon avis, on n'est pas loin, hein. Je pense que je suis pas loin de l'idée, hein, quand même, hein. Bref, bon voilà, c'était le petit pic quand même. Je pouvais pas me retenir, je pouvais pas m'empêcher de faire une petite pique au VH. Bref, du coup, passons à notre actualité suivante. On va parler du coup astronomie, forcément, bah oui, parce que si je parle de mes arlésiennes habituelles, on va forcément parler astronomie. Donc ça y est, on a deux nouvelles images encore de James Webb, donc le super méga nouveau satellite qui est sur le point Lagrange pour faire des photos magnifiques dans les infrarouges. Donc il poutre modèle géant la plupart des télescopes qu'on a aujourd'hui sur le spectre du coup de l'invisible, mais qui est du coup très intéressant pour l'observation lointain
de l'espace, et du coup, bah, effectivement, l'ESA a transmis du coup le comparatif des photos, donc on voit là directement ici. Alors, hop, on va cacher celui-là. Là. Hop, ouais, si tu veux. Hop, voilà. Donc là, on a la petite comparaison de l'image entre Hubble de ce côté-là et James Webb de l'autre côté. Donc là, on voit quand même, c'est assez flagrant la, le changement, quoi. Enfin, la qualité d'image, la précision de l'image, le fond cosmologique et le fond d'image aussi, parce que quand même, on a l'impression que voilà, on a capté 10 000 fois plus de choses, sachant il faut savoir quand même que l'image, là, alors, je sais pas si on peut, je peux avoir l'image en très très haute qualité, mais alors, est-ce qu'ils ont mis les images en haute qualité? Donc, ah bah tiens, on va aller voir, hein. Du coup, je vais m'enregistrer ça, et on va aller essayer d'ouvrir ça. Ah, est-ce que Microsoft, il apprécie ce genre de contenu? Donc voilà, bah oui, parfait. Hop, non, pas sur le côté, on va ouvrir là. Hop. Donc là, on est quand même sur... Ah, ouais, encore, hein, on n'est pas sur de la super super qualité, hein. Et je crois que James Webb a fait meilleur que ça, hein, quand même, hein, dans la précision. Mais bref. Donc normalement, en fait, vous pouvez voir que quand même, du coup, il y a beaucoup plus d'étoiles, mais c'est aussi pas que des étoiles, puisque pour la plupart, en fait, de ce qu'on voit derrière, mais en fait, c'est pas des étoiles, c'est des galaxies, en fait. Donc voilà, c'est assez incroyable de base, ce genre d'image. Mais clairement, par rapport à Hubble, qui à l'époque... Voilà, alors c'est pas qu'il est mauvais Hubble, hein, je précise quand même. Là, on compare avec Hubble parce que c'est la référence et c'est Hubble qui a fait quand même énormément de découvertes dans l'astronomie. C'est pas que Hubble est mauvais, c'est juste que Hubble est dans le spectre visible de la lumière. Et le truc, c'est que bah, pour voir des galaxies éloignées, bah, en fait, il faut pas être dans le spectre visible de la lumière, il faut être dans le spectre infrarouge. Parce que plus c'est éloigné, plus on part dans l'infrarouge. Et donc, effectivement, même si la lumière, en fait, on peut la reconvertir dans le spectre visible, hein, ce que font du coup les traitements d'image pour l'espace, clairement, en fait, en spectre visible, on verrait plus grand-chose. Enfin, on voit déjà pas grand-chose. De toute façon, l'image de Hubble le prouve en elle-même. Mais du coup, effectivement, on est sur des détails et des informations qui... Voilà, on est parti pour une bonne dizaine d'années d'enchaînement de découvertes et de nouvelles choses dans l'espace. Là, ils n'arrêtent pas, hein, en ce moment, là, depuis sa mise en service pour fin printemps, quoi. C'était fin printemps, début été, là. Ils ont enchaîné les découvertes, les nouvelles choses, les records aussi d'observation dans l'espace le plus lointain. On commence à observer une lumière résiduelle du Big Bang. On commence à s'approcher quand même de plus en plus de ces éléments-là. On commence à avoir des images de galaxies primordiales, enfin d'étoiles primordiales et de nébuleuses primordiales. Donc on s'approche vraiment de plus en plus quand même du Big Bang pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et donc c'est incroyable. Et on commence à aussi avoir des phénomènes inexpliqués via les images de web. Et du coup, voilà, les scientifiques sont en ébullition face à tant de nouvelles données incroyables. Voilà. Bref, c'était ma petite, voilà, c'est mon petit côté un peu espace que j'aime bien quand même. Voilà, j'aime bien me parler un peu de ça à chaque fois. Bref, du coup, passons à notre actualité suivante, informatique, toujours. Cette fois-ci, on repasse sur Debian. Du coup, il y a la nouvelle version de Debian et, sur le pas de tir, hein. Normalement, elle devrait sortir dans quelques mois. Enfin, là, il précise pas trop la date. C'est juste que du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que du coup, Debian, donc l'association qui gère du coup la distribution Debian, va intégrer des nouveaux firmware en fait, et surtout des firmware propriétaires, ce qui est assez nouveau pour Debian, même si c'est pas la première fois qu'ils intègrent du code propriétaire, mais on pouvait l'éviter. Là, petit à petit, ça va devenir assez compliqué de l'éviter sur le cœur du système. Donc sachant que voilà, intégrer du code propriétaire, hein, pour le milieu des Linuxiens et des libristes, c'est
Là, on est presque sur, comment dire, c'est violent comme information que d'avoir une distribution libre qui utilise du code propriétaire. Pour eux, c'est de l'hérésie. Voilà, c'est presque là, ils sont presque en train de préparer le bûcher à côté. Voilà, voilà. Pour le monde des Linuxiens libristes, c'est un crime. Après, effectivement, pour une partie des distributions, en particulier des distributions gérées par des sociétés, comme Ubuntu, comme Android, de toute façon, hein, qui est une base Linux, etc. Clairement, on est sur des systèmes qui intègrent déjà depuis longtemps des codes propriétaires. Clairement, pour avoir Après, Debian a toujours été une distribution qui est très mesurée dans ses décisions. Et du coup, le fait d'intégrer des firmware propriétaires, mais c'est juste qu'aujourd'hui, bah en fait, on n'a plus trop le choix. Et ça a du sens, entre guillemets. Pour bien m'expliquer, c'est que aujourd'hui, il y a énormément d'évolutions au niveau du matériel, au niveau des circuits électroniques. Il y a énormément d'innovations technologiques sur de la gestion et de l'optimisation. Et le truc, c'est que bah, quand tu as une boîte qui a dépensé des dizaines, voire des centaines de millions d'euros dans de la R&D, dans ce genre de choses, bon, j'exagère peut-être un peu parce que tous les développements n'ont pas coûté ce prix-là, mais clairement, tu peux pas dire juste, bah voilà, toute cette R&D que j'ai mis en place, je l'offre à l'open source. À un moment donné, c'est des boîtes qui doivent aussi bah, gagner de l'argent quand même. Faut payer les chercheurs, hein. C'est pas gratuit, hein, la recherche. Donc, en soi, ça me choque pas que même si, dans le fond, le but c'est voilà, d'améliorer les choses et qu'ils le vendent pas forcément cher, mais ça reste quand même du code propriétaire qui appartient donc à la société. Donc moi, on va dire, ça m'a jamais trop choqué non plus. Les libristes, forcément, là, c'est c'est compliqué, mais en soi, je pense que c'est une tendance qui est normale. Voilà. Après, je pense que doublement, cette décision, elle vient aussi dans un contexte de crise internationale. Une crise internationale qui fait que le logiciel libre et le matériel libre, du coup, peut être utilisé par des pays qu'on ne souhaiterait pas qu'ils aient accès à ce genre de produits. Donc je soupçonne aussi qu'il y a quand même une forte tendance à la privatisation des hardware pour faire en sorte de limiter en fait la diffusion de matériel performant à des pays dont les pays occidentaux ne veulent pas qu'ils aient accès. C'est une des raisons des boycotts ordonnés à l'époque par Trump contre Huawei, ce genre de choses. Je pense que quand même il y a un fond aux États-Unis logique derrière qui est du coup de privatiser en fait une partie des systèmes électroniques intégrés dans le matériel. Et du coup, le fait d'avoir un droit de propriété sur ce matériel fait que forcément, bah, à un moment donné, c'est soit Debian, soit le Linux et Debian n'est plus compatible au fur et à mesure avec le matériel existant, soit bah, ils doivent s'adapter, donc ils doivent intégrer du code propriétaire. Mais bon, je pense en tout cas au niveau de l'analyse de la situation actuelle, je pense qu'on ne doit pas être forcément très très loin de ce genre de problématique. En tout cas, et je pense qu'on aura de plus en plus d'entorses, on va dire, au libre. D'une, pour ces raisons diverses, hein, de compatibilité, qu'à un moment donné, bah, il faut bien que le système soit pleinement opérationnel sur du matériel récent. Et en même temps, je pense aussi qu'il y a de plus en plus d'acteurs, de très gros acteurs sur le marché du libre, et qui petit à petit sont en train de changer la philosophie de l'ensemble de ces organisations. On parle, Microsoft intervient depuis son changement de direction il y a pas mal d'années. Il y a un vrai virage de 180 degrés voilà, c'est de Microsoft dans un sens vers l'autre, parce que là, comment dire, ils vont, voilà, il y a un vrai revirement de direction, c'est-à-dire que ils étaient full en direction du propriétaire, et d'un seul coup, maintenant, ils sont en train d'envahir tout l'open source.
Donc on a maintenant des logiciels historiques de Microsoft qui sont compatibles Linux. Et du coup, hein, comme j'en ai déjà parlé dans des lives précédents, Microsoft, toute la partie passerelle WSL de Microsoft pour avoir du Linux sous Windows est une passerelle qui est même d'un point de vue informatique, est hallucinante et super intéressante. Mais clairement, voilà, il y a un vrai virage dans ce sens-là. Et du coup, ils influencent énormément le milieu du libre et des logiciels open source. Donc, voilà, c'est pas étonnant qu'on se retrouve avec ce genre de situation où du code propriétaire rentre même dans des distributions telles que Debian, qui était quand même voilà, c'est un dinosaure du Linux, hein, Debian, hein, et qui a toujours été très à cheval sur le fait de préserver quand même le libre et la stabilité du matériel et la stabilité de l'OS tout court. Et du coup, effectivement, bah ouais, à un moment donné, il faut bien intégrer un peu de code propriétaire par-ci par-là. Malheureusement, je pense que c'est quand même, bah ils ont plus trop le choix, quoi. Voilà. Bref, après ce, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, parce que je sais que je pars assez facilement dans mes délires. Donc, mais n'hésitez pas. Voilà, bref. Du coup, s'il n'y a pas de questions, on va passer du coup à l'actualité suivante. Donc du coup, j'ai parlé de Debian, on va parler Ubuntu, du coup, hein. Si vous êtes intéressé par Ubuntu, vous avez forcément, enfin Linux, vous avez dû en parler de la dernière mise à jour, du coup, donc la 22.10. Donc qu'est-ce que ça intègre? Bon, assez basiquement, il y a eu la mise à jour de GNOME, la mise à jour de certains éléments pour le Raspberry, etc. Et du coup, ils sont passés en GCC 12, donc ouais. Donc, c'est le compilateur en fait en version 12 de C++. Bref, donc, enfin, en tout cas, ils sont passés le GCC, donc le compilateur, lui est passé en version 12 et qui est devenu le compilateur principal. Bref, mais surtout, le truc important que j'ai relevé et qui peut être intéressant, c'est le fait que Pulse Audio est dégagé, donc, qui était donc le serveur audio historique hein, d'Ubuntu Debian depuis longtemps. Et du coup, il passe sur un concurrent qui s'est créé, qui est assez relativement récent, qui est du coup Pipewire. Je sais pas, je pense que j'ai un très 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 mauvais accent. Et du coup, c'est un concurrent à ces outils-là qui intègre du coup aussi, enfin qui a des passerelles avec les autres solutions open source. Et du coup, c'est un logiciel de traitement et de gestion du son sous Linux qui du coup intègre en fait l'équivalent donc de Jack, de Pulse Audio, etc. Et qui du coup intègre aussi la gestion des flux audio et vidéo. Ce qui fait qu'il y a là aujourd'hui sous Linux c'était complètement séparé et du coup ça pouvait poser pas mal de problèmes aussi au niveau des traitements. Donc là aujourd'hui Pipewire permet du coup de régler du coup pas mal de problèmes, d'avoir une meilleure qualité de son et d'avoir vraiment un système beaucoup plus fiable. Donc voilà, c'était vraiment la grosse évolution là, de la dernière version. Il est fort probable que tôt ou tard Debian y bascule, hein. Je pense que si Ubuntu le fait, c'est qu'a priori, même du côté de Debian, je pense que ça devait déjà être en discussion. Donc je pense que tôt ou tard, on devrait bénéficier de cette solution-là sur Raspberry et sur les distributions Debian de base. Je pense que ça va être intéressant parce qu'en général, on m'a toujours. La dernière fois, dans le live que j'avais fait en bidouillant un petit PC, là, on avait eu un connaisseur qui était passé sur le live qui disait qu'effectivement, Pulse Audio était pas non plus le top au niveau qualité, qu'il y avait pas mal de défauts au niveau de traitement du son et que Jacques était une version Jake, si vous préférez la version anglaise, du coup était bien plus fidèle au niveau du son. Et donc là, a priori, Pipewire, lui, permet d'avoir l'avantage des deux. C'est-à-dire que la facilité de fonctionnement de Pulse Audio, tout en ayant la performance et la qualité du son de Jake. Donc du coup, à voir concrètement d'ici là. Bref, après, donc là, ils ont toujours des passerelles, donc normalement, ça devrait pas nécessiter énormément de mise à jour sur les applications qui utilisaient déjà Pulse Audio ou Jake ou ce genre de choses. Mais Malza, qui est vraiment la passerelle audio historique de l'ensemble des distributions Linux, quasiment. Donc, bon,
on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, c'était la grosse modification qu'il y a eu sur Ubuntu, je pense. Voilà, voilà. Alors, passons à l'actualité suivante, un peu plus hardware cette fois-ci. Donc la mise à jour, enfin l'USB 4 version 2 est sortie. J'ai même pas souvenir d'avoir vu la version 1 passer, mais donc la l'USB 4 qui était du coup qui avait été annoncé il y a 2 ans, donc là on a la version 2 qui est sortie. Et donc on monte à des débits qui vont de 10 à 40 gigabits par seconde. Donc là on est vraiment sur un... on commence à monter à des débits de fou. Utilité. Sincèrement, j'ai l'impression que, bon, je comprends pas trop jusqu'où ils veulent aller, en fait, avec l'USB. Je pense que, parce qu'on commence à atteindre des vitesses, des débits de communication qui ont plus aucun intérêt à ces niveaux-là. Enfin, en tout cas, pour de l'USB, quoi, parce que le truc, c'est que, aujourd'hui, les périphériques USB, c'est quoi? On branche le téléphone de temps en temps. On mange quoi? On mange un clavier, souris, je sais pas, une carte son audio, mais ça nécessite pas des débits pareils, quoi. Donc bon. En tout cas, clairement, eux, ils sont à la course à la vitesse sur l'USB. Donc un jour, on pourra faire du réseau local en USB parce que ça sera beaucoup moins cher. Enfin, ça sera beaucoup plus rapide que de faire une liaison fibre. Donc bon. Ah, parce que quand tu vois le prix d'une carte réseau fibre, moi, je fais un réseau en USB, ça coûtera moins cher, hein. Parce que bon, une carte réseau fibre, on est quand même sur du entre 100 et 200 balles, quoi. Et pour les moins chers. Après, tu montes facilement dès que tu prends une carte un peu professionnelle, là, en PCI Express, tu montes facilement à du 400, 400, 500 balles, hein. Donc si en USB, tu peux monter à 400 gigabits seconde, bah, on fait du réseau en USB, non? Ce serait quand même plus simple. D'un côté, ce serait peut-être la logique à terme, hein. En fait, on mettrait de l'USB-C partout, et en fait, ça ferait office de réseau local. Je sais pas. Ouais, ça ferait bizarre quand même, hein, de faire disparaître le RJ45, là, mais bon. Mais en tout cas, voilà, je sais pas, c'est une question. Je sais qu'à une époque, ça existait. Il y avait des boîtiers en USB qui permettaient, du coup, de faire du réseau local en branchant directement en USB. Mais bon, ça a jamais trop marché, c'est un peu foireux comme système, mais bon, à terme, ça pourrait peut-être avoir du sens, hein. D'avoir deux PC comme ça, genre ton PC portable, ta tour, tu branches le câble USB, et bam, voilà, Bah, normalement, on n'est pas si loin que ça, parce que l'USB-C, normalement, il a un peu cette vocation-là, hein. C'est que normalement, tu peux avoir une tour avec son alimentation, et en fait, tu as un port USB 4 qui balance du 100 watts sur le port, et du coup, tu peux le relier directement à ton PC portable. Et du coup, ton PC portable va charger sur le dos de ton PC fixe. Mais du coup, il y avait déjà un peu l'idée qui se présentait. Mais clairement, ça pourrait ouvrir la possibilité aussi de communiquer directement entre les deux, d'avoir le réseau qui est balancé par l'USB, l'image, streamer en direct les écrans entre les deux, bref. C'est vrai que ça pourrait être sympa. Alors, il y a plein de portables qui n'ont pas de RJ45 et il faut un adapteur RJ45 USB. Oui, mais on passe quand même par une sous-couche réseau qui est un module USB. Il n'y a pas de. En fait, on n'est pas sur l'USB-USB. On est sur un USB RJ45. Et du RJ45, tu reviens sur du réseau classique. À terme, je me dis que on pourrait ne pas s'emmerder et faire de la liaison réseau full USB, sans passer par du RJ45 qui, du coup, abaisse le débit, puisque ton port RJ45 sur ce genre de module, il dépasse rarement le gigabit et il a souvent une puce réseau qui est pas suffisante pour atteindre carrément le gigabit, hein, déjà de base, hein. Donc, oui, effectivement, il y a ces modules-là, mais ils sont pas au plein potentiel que peut apporter l'USB 3 et pas l'USB 4, quoi, aujourd'hui. Donc, non. Donc, oui, ça existe, je suis tout à fait d'accord, mais en soi, tu peux pas bénéficier de l'ensemble de l'avantage de cette technologie-là.
Donc bon, à terme, pourquoi pas. Et puis surtout, ça pourrait abaisser considérablement les coûts. Si les drivers USB permettaient de gérer la sous-couche complète réseau en faisant en sorte qu'on puisse faire de la liaison full gigabit, enfin 20 gigabits et voire même monter à 40 gigabits de connexion, clairement, ça serait intéressant, quoi. Enfin, de poste à poste, franchement, ça pourrait être vachement intéressant. Que ça soit pour des transferts de fichiers, que ça soit pour ce genre de choses, clairement, je pense, ça aurait son intérêt. Après, effectivement, je pense que ça a aussi pas mal d'implications de sécurité. Donc ça, c'est une autre question. Mais du coup, je me dis quand même que ça serait vachement intéressant de l'exploiter, quoi. Ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, je trouve. En tout cas, j'ai pas souvenir d'avoir vu quelque chose de ce genre. Mais du coup, voilà. Bon après, sinon au niveau de l'évolution, on est toujours, enfin, il n'y a pas des masses d'évolution par rapport à ce qui a été nommé pour le l'USB. Enfin, j'avais déjà fait un article sur l'USB-C, sur toute la partie USB, parce que t'as énormément de découpage. T'as l'USB 3.0, le 3.1, le 3.2, le 3.2 x 2, enfin. Parce que tu as l'USB 4 Gen 2 x 1, l'USB 4 Gen 2 x 2, l'USB 4 Gen... Ah ouais, il y a aussi le Gen 3 maintenant. Donc génération 3 x 1 et le x 2. Voilà. Et sachant que derrière, il faut rajouter le fait qu'il y a, pour la partie USB-C, dans la norme, il faut intégrer aussi la notion de puissance transmise par... Enfin, qui peut être encaissée par le câble et le port. Donc, je trouve que les normes USB sont devenues vachement compliquées à la lecture et je pense que ça peut que provoquer des incidents à force de complexifier en fait un truc aussi basique que l'USB et surtout avec un port qui est par contre lui universel. C'est-à-dire qu'en fait le port est du coup universel, mais le câble, lui, c'est pas sûr qu'il encaisse l'ensemble de ce qui est transmis, quoi. Donc bon, c'est un peu... Moi, je trouve que c'est un peu chelou, quand même, de continuer sur cette voie-là. Mais bref. Donc voilà, c'était la petite actu sur l'annonce de l'USB 4 version 2, qui montre du coup qui peut aller jusqu'à 80 gigabits par seconde. Mais bon, le jour où on pourra vraiment l'exploiter. Pas pour tout de suite, je pense. Bref. Donc du coup, passons à notre actualité suivante. Microsoft. Donc on a annoncé Microsoft au début, on a parlé par rapport à son nouveau logiciel, mais là Microsoft est en pleine phase de licenciement. Donc a priori ils vont licencier quelques milliers de personnes. Donc a priori c'est sur le secteur de d'Xbox, Azure, etc. Alors Azure c'est surprenant, Xbox à moitié, dans le sens que, vu qu'ils sont en plein rachat de Activision Blizzard, je serais pas surpris qu'ils commencent à faire un peu de ménage avant que le rachat soit conclu. Donc du coup, voilà, je ne serais pas surpris. À côté de ça, effectivement, Azure, ça me surprend un peu, parce qu'il a quand même, il est plutôt en voie de développement quand même, il s'impose pas mal. Là où AWS est un peu stagne, si j'avais lu un article qui disait qu'en gros, voilà, actuellement on a Azure qui est toujours un peu en croissance, là où AWS est en train d'un peu de se stabiliser. Donc bon, à voir dans ce qui va se passer. De toute façon, pour l'instant, le rachat de Activision Blizzard est loin d'être acté. Surtout avec le revirement qu'il y a eu, c'est une des activités suivantes par rapport à Facebook. Il faut avouer, je pense que la position dominante de Microsoft va vraiment être un élément décisif dans la décision qui doit tomber normalement dans les différents pays à travers le monde et qui du coup pourrait potentiellement mettre un frein complet au rachat. Donc on verra, mais bref, c'est la petite actu comme ça de Microsoft. Du coup, alors là, on est un peu plus sur une info un peu voilà, sur la vie privée, etc. Donc ça y est, les États-Unis et l'Angleterre, le Royaume-Uni, ont signé le Cloud Act,
qui est du coup un accord international entre du coup, les États-Unis et le Royaume-Uni, pour s'échanger les données personnelles des citoyens. Donc on est sur un accord international, bon, qui est pas nouveau en soi, parce que c'est pas, ça faisait déjà un petit moment que les services de renseignement ont déjà des accords de transmission de données. C'est juste que là, du coup, le Cloud Act est du coup un accord qui est post-Brexit. Du coup, on confirme cette tendance à vraiment avoir un siphonnage complet de l'ensemble des données personnelles. Ça me rappelle l'article dont j'avais discuté dans le live précédent, qu'effectivement, aujourd'hui, on a des outils de plus en plus performants dans l'analyse et dans le décryptage des données. Il y a aussi pas mal de backdoors sur l'ensemble des systèmes de cryptage qui fait qu'en fait, une partie des sites qui sont officiellement cryptés ne le sont pas pour ce genre d'autorité. Et qu'aujourd'hui, ils sont dans on va dire, on a des algorithmes et des capacités de calcul qui aujourd'hui permettent quand même significativement de briser une bonne partie des systèmes de cryptage, on va dire, standard. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que clairement, nos données personnelles sont loin d'être particulièrement protégées, même dans des États où on s'attendait à un peu plus de surveillance, mais ça, c'est encore un autre sujet. Enfin, c'est une des raisons de pourquoi aujourd'hui j'héberge une bonne partie de mes données personnelles sont hébergées en Suisse, sur un data center Infomaniac du coup, parce que Infomaniac est une société qui du coup dépend des lois suisses, et donc les lois suisses sont beaucoup plus strictes sur les données personnelles et sur le fait de protéger les données personnelles. C'est une tendance un peu à évoluer, pas forcément dans le bon sens, mais d'un côté, ce mauvais sens est assez généralisé. Donc du coup, en fait, en réalité, même si ça évolue un peu dans le fait de transmettre une partie des infos, clairement, les Suisses, eux, ils avaient tellement des trains d'avance sur la vie privée que, bon, c'est les moins pires, on va dire ça comme ça. Donc du coup... Voilà, bref, c'est en aparté, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces accords, il y en a de plus en plus. La France et l'Allemagne avaient déjà signé des accords avec la NSA pour leur transmettre l'ensemble des données de surveillance, sachant que avec la loi militaire qui a été votée à l'époque d'Hollande, le gouvernement avait voté des textes de loi qui autorisent le fait de mettre des mouchards sur l'ensemble des nœuds de communication et des infrastructures françaises. Donc, clairement, on est surveillé de partout. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Après, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? C'est toujours une histoire de mesure et de contre-pouvoir. Voilà, c'est... Oui, surveiller l'infra-réseau aujourd'hui est une nécessité, parce que c'est aujourd'hui, les réseaux de télécommunications sont, comment dire, essentiels à la vie économique de base. C'est-à-dire le simple fait d'aller faire ses courses aujourd'hui, pour la majorité des gens, nécessite une carte de crédit qui, du coup, nécessite du réseau. Donc, on ne peut pas, aujourd'hui, voilà, l'essentiel de l'économie et du système d'échange entre particuliers est aussi basé sur le réseau. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas nier que s'il y avait un blackout du jour au lendemain, voilà, ça serait un carnage économique incroyable. Donc on ne peut pas se permettre, et même à titre, on va dire, en tant que citoyen français, on ne peut pas se dire que, bah non, par principe, il faut pas surveiller. Ouais, ouais, enfin, la théorie, c'est beau, mais le problème, c'est qu'en face, ils respectent pas, ils vont pas respecter ça. Enfin, que ça soit les autorités étrangères, etc. Enfin, dans l'état actuel des choses, c'est difficile de tenir la position on ne doit pas surveiller. La contrainte, elle est plutôt qu'aujourd'hui, il faut des contre-pouvoirs à ça. C'est-à-dire des autorités de contrôle qui vérifient qu'il n'y a pas d'abus de surveillance dans l'intérêt de certaines personnes. Et c'est là-dessus où ça pêche quand même pas mal ces derniers temps, en particulier dans les pays, on va dire, occidentaux au sens large. Clairement, il y a quand même pas mal de dérives, il faut avouer. Donc, d'où cet article. Bref, du coup, s'il n'y a pas de questions, on va passer
à l'actualité suivante, qui est du coup dans la même continuité, hein, parce que maintenant c'est assez nouveau, c'est depuis quelques années, là, depuis l'explosion en fait de NordVPN sur les réseaux, et donc le fait que bah, ils ont une depuis qu'il y a, bah, c'est surtout depuis qu'il y a des restrictions géographiques, le streaming, en fait, tout le monde s'est aperçu que bah, les plateformes, en fait, bloquent sans trop bloquer, en fait, les accès à l'international. Donc, du coup, les VPN ont explosé, mais du coup, ils sont devenus particulièrement visibles dans, dans les réseaux de télécommunications. Et du coup, effectivement, bah, c'est les premiers à se faire tacler maintenant, aujourd'hui. C'est que là où avant, non, il n'y a pas grand monde qui savait ce que c'était un VPN. Aujourd'hui, bah, c'est. Alors, je dirais pas que tout le monde en utilise, loin de là, mais clairement, c'est devenu une cible prioritaire pour les pays les pays soit en instabilité, soit en manque de contrôle de communication. Je reste très soft dans ma façon de présenter les choses. Mais du coup, effectivement, le gouvernement du coup iranien, qui du coup aujourd'hui est un peu dans une petite phase d'instabilité politique, a bloqué du coup les VPN sur son territoire. Donc ce qui fait que forcément, s'il n'y a plus de VPN sur le territoire et que quelqu'un dans le territoire s'y connecte, c'est quand même vachement plus facile de le détecter sur leur réseau de télécommunications. Donc du coup, voilà, c'est tout le principe est là. C'est que du coup, si un utilisateur en Iran qui se connecte à un VPN, il se fera cramer d'entrée de match par les opérateurs. Donc voilà, le but est là. C'est le même problème en Chine, etc. C'est une des raisons qui est annoncée aussi par Elon Musk pour son réseau de Starlink, hein. C'est que du coup, il n'y a plus de téléopérateur local qui peut bloquer, parce que du coup, tu as une communication internationale via le Starlink. Alors, international, voilà, sous contrôle américain. Donc bon, c'est pas tous les pays qui vont adhérer à ce concept, hein, voilà. Donc bref, c'est voilà. Mais du coup, les VPN quand même commencent à prendre cher à ces niveaux-là. Je crois que c'est pas le premier pays qui commence à bloquer les VPN. Il y a eu le même problème, même problématique en Russie dû au conflit actuel. Donc bon, c'est même si effectivement les Russes vont pas bloquer les VPN vu qu'ils sont les principaux utilisateurs, hein, loin s'en faut. Bon, c'est pas que, mais quand même, hein, ils sont quand même sacrément consommateurs de VPN aussi, hein, chez eux. Donc du coup, je pense qu'ils sont pas prêts de le bloquer. Mais clairement, je pense qu'il y a pas mal d'acteurs quand même occidentaux qui, du coup, sont partis du territoire russe. Et effectivement, je pense que pas mal de pays, on va dire, un peu instable, entre guillemets, risque de prendre cette décision-là. Sachant que sous nos beaux airs d'occidentaux garants de la liberté, on est aussi les fournisseurs de matériel de surveillance pour la plupart de ces pays. Donc bon, bref, on va pas tergiverser sur ce genre de sujet, hein. Clairement, il y a un manque de logique dans le discours, hein, volontairement. Sauf un VPN officiel. Oui, bah après, je sais pas si ça a été réellement acté. Après, c'est très difficile à bloquer, enfin, bloquer si, parce que c'est du coup, si t'es interdit l'ensemble des VPN, forcément, si quelqu'un utilise un VPN, il se fait cramer dans train de match. Bon, à voir dans la durée, parce qu'après, c'est... Après, c'est clair que la majorité des gens ne se sentent pas concernés par ce genre de questionnement, quoi. Bon. Après, on verra bien, on verra bien. C'est... Mais il y a pas mal de pays qui y pensent, même dans certains pays occidentaux, ils pensent aussi à interdire ce genre de choses. Bon, voilà, c'est... Comme l'avait dit, je sais plus quoi est l'homme politique, faudrait que je retrouve son nom, tiens, que je sache. C'est les Chinois l'ont fait, pourquoi pas nous? C'était un parlementaire français, si je me trompe pas. Donc voilà, c'est- des fois, on peut être surpris des évolutions quand même. Donc, mais après, comme je le disais, bah, j'ai regardé la vidéo de Doc7 il y a tout à l'heure. Donc, effectivement, comme il disait, c'est que une des craintes aujourd'hui d'Internet, c'est
C'est le fait d'avoir cette dislocation en fait d'Internet et que chaque pays se met à avoir son propre Internet local avec des nœuds de connexion qui sont hyper contrôlés. Et le jour où on arrive là, eh ben, ça va devenir très compliqué Internet. Voilà. Et le truc, c'est que c'est pas que une problématique d'État en dictature ou en pseudo-dictature, mais c'est aussi des décisions qui sont prises au niveau des pays occidentaux. L'Europe en particulier a déjà une tendance à valider cette position-là, de vouloir saucissonner Internet et faire en sorte que les flux soient décryptés, traités et séparés. C'est-à-dire que du coup, il y aurait un Internet pour avoir accès à ses mails, un Internet pour pouvoir jouer sur Internet, et aussi une connexion Internet spécifique pour pouvoir aller pour faire du stream en tant que professionnel. C'est-à-dire qu'en gros, le streaming serait complètement bloqué par ce genre d'offres. Bref, c'est aussi une position occidentale, hein, donc c'est pas que une volonté des dictatures de contrôler ce genre de réseau. Bref, c'était un petit pic au passage. Voilà. Donc du coup, bref, passons à ma dernière actualité, du coup, qui rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à ces rachats de Blizzard Activision par Microsoft. Du coup, Facebook qui avait racheté normalement Giphy pour bah, voilà, parce que c'était dans son intérêt que ça soit pour l'intégration dans ses plateformes ainsi que l'utilisation du coup de l'ensemble de son système de gestion de revenus qui était directement intégré dans Giphy. Parce que c'était d'abord un service publicitaire, hein, Giphy. Hein, enfin, sa base, c'est de faire des GIFs, mais clairement, ils avaient une régie publicitaire qui était très bien intégrée dans l'outil. Et c'est surtout ça hein, qu'a racheté Facebook. Mais du coup, l'autorité britannique a complètement bloqué le rachat. Donc ils ont refusé parce que du coup, ça crée une position d'ultra dominance de la comment dire de la régie publicitaire en Angleterre, hein, parce que ça les aurait fait monter, je crois, à 70%, je crois qu'ils disaient. Donc c'était bien trop excessif à leurs yeux. Donc du coup, ils ont décidé de refuser du coup ce rachat pour éviter une position trop dominante de Facebook sur les publicités et sur les revenus publicitaires sur le territoire anglais. Donc en méta, forcément, ouais, c'est sûr qu'ils sont un peu déçus. Ça, j'imagine bien, parce que les GIFs, c'était quand même pas quelque chose d'inutile à leurs yeux, je pense, hein, parce que c'était un vrai fer de lance aussi d'avoir, voilà, toute la partie, on va dire, GIF est quand même un élément très actif sur les réseaux, qui provoque, voilà, qui fait qu'un chat est plus dynamique avec certains GIFs bien placés, hein, voilà, je pense que c'est pas nouveau, mais du coup, effectivement, bah, Microsoft, lapsus, Facebook, va devoir se séparer complètement de la filière et en plus de payer une petite amende a priori parce qu'il y a eu quelques éléments problématiques rattachés au rachat. Donc bref, du coup, effectivement, Facebook va devoir se séparer de Giphy. Ben voilà. Je pensais que je mettrais plus de temps. Je pense que j'ai un peu trop rushé là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live et j'ai un peu trop rushé. Bref, bah voilà. Donc du coup, c'était la dernière actu que j'ai repérée. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Donc là, n'hésitez pas si vous avez des questions, etc. Que ça soit sur les actualités qui sont passées ou sur d'autres. Hein. Si vous avez repéré des actualités et que vous voulez un commentaire sur ces sujets-là, je vous dis volontiers, partagez, envoyez-moi les liens. Si vous voulez, vous pouvez aller sur le Discord Conquer World, du coup, hein, qui est accessible normalement en dessous de cette vidéo, du coup, de ce live. Voilà, n'hésitez pas. Bah oui, effectivement, au niveau rachat, ces derniers temps, quand même, en dehors de... Je pense pas qu'il y a plus de rachats, je pense que les sommes, par contre, brassées, elles, par contre, ont explosé.
Ça, c'est une vraie évolution, et je dirais même une vraie problématique. Aujourd'hui, les régies publicitaires brassent énormément d'argent. Énormément. Et à côté de ça, quand on cumule ça avec les microtransactions et le marché du jeu vidéo, c'est hallucinant les sommes colossales brassées par ce milieu-là. En particulier, si on prend l'exemple du jeu vidéo, quand on se rend compte que le marché du jeu vidéo console et PC réunis ne vaut rien en comparaison du marché mobile, mais c'est rien du tout. On est un marché de niche. Enfin, on. Voilà, s'il y a des consoleux et des PCistes dans ce live, voilà, je vous le dis, nous sommes un marché de niche. Tous ensemble. Voilà, il n'y a pas. Voilà, la bisbille Xbox, PlayStation, PC n'a plus lieu d'être. Nous sommes des marchés de niche. Voilà, c'est un petit marché d'indé. Voilà, les triple A, ça veut plus rien dire. Dans tel qui est construit le marché aujourd'hui du jeu vidéo, euh, parler de très grosses productions, aujourd'hui, en fait, elles rapportent que dalle, les grosses productions de jeux vidéo. C'est en comparaison du jeu mobile, c'est peanut. Parce que là, en parlant de chiffres comme ça, aujourd'hui, le jeu console PC réuni, on est autour des 50 ou 60 milliards de, de chiffre d'affaires, si je ne me trompe pas, ou de bénéfices, de revenus. Ouais, je sais plus lequel est les deux. Bref, mais pour se rendre compte de la proportion, c'est que l'estimation là pour 2022, on est autour des 200 milliards pour le jeu mobile. On est à 50-60 d'un côté, 200 milliards de l'autre. Euh, Pourquoi développer pourquoi développer sur console et PC? Ça n'a aucun intérêt. C'est un marché petit en comparaison. Et ça a pas vocation à changer. Bien au contraire, le marché mobile est en train d'exploser, il est toujours en pleine explosion. Donc, euh, donc bref, clairement, voilà. Et c'est une des raisons de pourquoi les rachats explosent au niveau tarif, etc. Parce que tu prends Activision Blizzard, etc. C'est pas pour WoW, c'est pas pour Blizzard, c'est pas pour Activision avec Call of Duty, c'est uniquement pour les jeux King et Candy Crush, etc., qui rapportent et brassent énormément de pognon. C'est ce studio-là qui rachète. Parce que les deux autres, c'est du bonus. Hein. Ils l'achètent pas pour autre chose. Hein. Le reste, c'est que du bonus à licence, voilà, qui est reconnu par la communauté de joueurs, mais d'une communauté de niche. Active, peut-être, mais de niche. Moi, je sais que ça me fait toujours bizarre de le dire, mais voilà, quoi. Voilà, le jeu PC et console est un marché de niche. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Bref, du coup, j'ai repassé en vue complète, du coup. Donc voilà, bref, effectivement, en tout cas, ça a une vocation à évoluer. Après, là, c'est clair que pour Giphy, je crois qu'ils avaient racheté, c'était pour 400 millions de dollars. Donc, c'était pas juste pour les GIFs, hein, c'était surtout pour la régie publicitaire qui était derrière. Donc, bon, faut pas se leurrer. Euh, mais bon. Alors, du coup, alors j'avais pas vu, j'ai pas eu de notif, je l'ai pas entendu en tout cas. Donc, du coup, j'ai vu que vous avez follow la chaîne. Donc, merci à. Alors, j'arrive pas à lire tellement c'est cryptique de mon côté. Ah, attends, mais normalement, je devrais l'avoir dans mon récap de stream. Donc, du coup, merci à Geox de me suivre depuis 38 minutes, du coup. Et merci à Starzum, du coup. Merci à toi. Voilà. Bref, du coup, voilà. Bah, n'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Enfin, c'est même bizarre de me voir en double sur l'écran. Hop, j'aurais refermé là. Voilà. Mais bon, clairement, on va voir de toute façon. Je pense que le rachat
Le rachat de Blizzard, pour l'instant, il est loin d'être acté. Clairement, je pense que il y a des pays qui risquent de pas trop accepter, mais après, comme je disais, marché de niche, donc tout le monde s'en fout. Ils vont peut-être découper la société, refaire séparer Activision Blizzard de King de l'autre, peut-être, mais bon, je... clairement, il faut... voilà, c'est là où il y a le plus gros rachat, parce que c'est un marché qui pèse très lourd, quoi. Donc voilà. Bah, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. En tout cas, merci Calming13 pour ta participation. Bah, comment dire, si c'est pas plus d'un quart du marché mobile, alors oui, dans un sens oui, mais le truc c'est que faut se rendre compte du côté cumulatif, quoi. C'est-à-dire quand même le marché du jeu vidéo PC et console, lui, il a pas évolué. Ce qui est plutôt une bonne chose en soi, mais vu le contexte, mais c'est-à-dire qu'on était, voilà, si tu remontes un peu en arrière, on était autour des 40, 50 millions, enfin un milliard. On est passé à entre 50 et 60. Donc il y a une progression, mais à côté de ça, le jeu mobile, en 10 ans, il est passé de que dalle à 200 milliards. Et les pronostics pour les 5 prochaines années, c'est de monter à 400 milliards, avec le jeu PC et console qui reste stable. Donc clairement, ça n'a pas vocation à s'améliorer. Bien au contraire. Et surtout, ça a vocation à aussi étendre considérablement comment dire, les microtransactions. Et surtout, bah, ça explique énormément le comportement de Amazon et d'Epic Games de filer des jeux gratos comme ça à tire-larigot. Enfin, il y a des jeux gratos toutes les semaines, c'est quand même c'est complètement pété. Parce que bah, ils s'en foutent. Enfin, à leurs yeux, c'est- c'est- c'est gratuit, quoi. C'est filer du code, c'est du code promo, quoi. À leurs yeux, ça vaut que dalle. Donc, et donc, quand tu vois ça, oui, effectivement, c'est logique. C'est au même titre que dans un jeu mobile, tu vas avoir du crédit gratos parce que t'as joué un peu, quoi. Voilà, c'est ça le changement, en fait. Donc, mais maintenant, les jeux sont de plus en plus cross-platform aussi, genre Genshin Impact, etc. Ah oui, clairement, il y a une part de jeux qui sont à cheval entre les deux univers, mais ça reste minoritaire. T'as très peu de jeux en réalité qui sont cross-platform jusqu'au mobile. C'est quand même relativement rare. Ça va peut-être changer un peu d'ici quelques années, parce qu'effectivement, Microsoft a quand même senti un peu le vent venir là, parce que ça commence à un peu titiller le changement de position, hein. Donc c'est pour ça aussi que Microsoft est en train de développer avec, pour l'instant en partenariat avec Amazon, le fait d'intégrer le Play Store d'Amazon directement sous Windows pour pouvoir installer des applications Android directement sous Windows avec une intégration native. Et je pense que c'est pas pour rien, parce que le marché de la microtransaction et du jeu vidéo mobile est un marché tellement énorme que Microsoft veut aussi sa petite part du gâteau pour voilà. Et du coup, il y a un vrai travail de développement chez Microsoft pour intégrer du coup l'univers mobile sous Windows. Et donc c'est pas pour rien. Enfin, clairement, quand tu vois l'échelle des chiffres, c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, du coup, merci à Armed Gun de nous rejoindre. N'hésite pas à t'abonner et tout, tout ça, tout ça. Je sais que, a priori, vu que tu viens d'arriver, je pense que t'as pas vu le reste du live, mais t'en fais pas, c'est super intéressant. Donc abonne-toi. Mais bref, en tout cas, ouais, aujourd'hui, il faut prendre ça, parce qu'après, enfin, faut se rendre compte. Mais après, je vais regarder s'il n'y a pas eu des nouveaux articles là-dessus, là, sur,
Fallait part de marché. Alors, est-ce que je vais trouver part de marché? Ouais, bon, on va mettre jeux vidéo, tiens. Est-ce que ça... Alors... Alors, du coup, est-ce que j'ai les chiffres? Donc là, c'est au niveau des marchés au niveau mondial, mais moi, je veux la répartition du marché. Alors, est-ce qu'ils en parlent? Donc, en 2000... Donc là, c'est encore les chiffres de 2021. Donc, 2021, on était à 192,7 milliards de chiffre d'affaires. Donc, on parle bien de chiffre d'affaires. Du coup, c'est d'autant plus violent que le développement d'un jeu mobile, ça n'a pas le même coût qu'un développement d'un triple A. Clairement. On n'est pas du tout sur les mêmes budgets. Donc là, cette année, on devrait dépasser largement les 2 milliards, les 200 milliards de... Voilà, là où normalement, nombre de joueurs, etc. Dans la balance sera de 50, a priori, on sera autour des 50 milliards de dollars de revenus. Talonné par la Chine, mais du coup, ça, non, ça c'est pas pour le jeu PC. Ouais, il est pas pratique ce site, parce qu'il est pas, c'est pas assez précis. Alors, alors, top 5 des supports utilisés, console. Alors, 51% des utilisateurs jouent sur leur smartphone. Et après, il y a, ouais, ça fait pas 100% ça, hein. Ah, les stats, c'est vraiment pas leur fort hein, quand même, hein. Ah oui, mais c'est un vieux article en plus. Bon, tant pis. Moi, à la limite, je rechercherai une prochaine fois pour retrouver l'infographie que j'avais trouvé, mais c'était intéressant. Can you play a song? Ouais, alors, si on me parle en anglais sur Twitch, a priori, vu que la chaîne est en français, j'ai bizarrement un doute sur le compte là. Et souvent, j'aime pas quand on m'appelle bro en fait. Je suis, je suis pas ton pote en fait. Bref. Euh, I speak only French. Voilà. Ça va comme réponse ou ouais, je peux faire encore plus Frenchy que ça, je crois. Bref, bon, de toute façon, il y a du son, hein, il y a de la musique en tâche de fond, mais bref, c'est pas grave. Bon, je m'attendais à d'autres questions plus en rapport avec le live, en fait, du coup. Donc, je sais pas d'où il sort, lui. French song, bon, ouais, ouais. Ouais, mais je suis pas... D'une, je suis pas sûr d'avoir les droits. Deux, je diffuserai pas des trucs qui sortent de nulle part. Mais clairement, c'est chelou. Bref, donc du coup, bah voilà. Bah, je pense avoir fait le tour un peu de ce que je voulais dire. Bah du coup, moi je vous dis peut-être à bientôt alors, parce que là, du coup, le live est terminé, j'ai plus trop de sujets à traiter. Donc bah, je vous dis du coup à une prochaine, sauf s'il y a une question qui arrive d'ici le salut de fin, mais voilà. Bref, bah sur ce, moi je vous dis du coup bonne soirée, chers amis conquérantes et conquérants. Allez, ciao.